mauvais garçon. C'est-à-dire, j'étais pas quelqu'un qui provoquait les embrouilles et tout. Mais ouais, je me laissais pas faire, ça c'est clair. En fait, je pense que quand t'es combattant MMA professionnel, tu peux pas trop avoir ce genre d'expression qui tourne dans ta tête. Parce que frère, en vrai, on a un cadre de vie qui est dur quand même, tu vois. En fait, l'UFC, il le protège trop, ce mec. Ouais. Et ça, j'aime pas trop, tu vois. J'aime pas trop. Il éteint les mecs en MMA alors que il vient pas du MMA, tu vois. Donc, il fait des vraies performances. Je pense Cédric, il vient, il éteint encore un gars. Ça, elle revient de ouf, etc. Ouais, je pense que Thomas Spinal, il l'envoie loin. Il le laisse froid. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ultimate Cage. Donc Ultimate Cage, vous connaissez, c'est les combats, les soumissions, les KO. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau concept, Ultimate, le numéro 8 en anglais, je pense que vous l'avez compris. Et pourquoi le numéro 8 ? Parce qu'on va recevoir différents invités et on va essayer de mieux les connaître à travers 8 différents aspects. Et aujourd'hui, on a Baysangour Shamsudinov dit Baki. Baki, comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Bah moi, ça va très bien. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, on va essayer de mieux te connaître et voir un petit peu tout ce qui se passe dans ta vie actuellement et puis même d'où tu viens. Et donc, vraiment, pour commencer, moi, j'aimerais vraiment savoir le petit Baki, bébé Baki, il vient d'où ? Alors, bébé Baki, il est né en Tchétchénie. Je suis né en 2001. Et voilà, après, c'était la guerre pendant cette période. Donc, en pleine guerre, pendant la deuxième guerre de Tchétchénie. Nos parents, ils quittent la Tchétchénie lorsque j'ai 7-8 mois. Parce que ça devient une galère de ouf, tu sais, il y a des bombardements, etc. Moi, je suis un bébé, je me réveille dans la nuit, tout ça. Et donc, on arrive d'abord en Allemagne. Et de l'Allemagne, après, on a vécu 3 ans là-bas et on est arrivé en France, à Strasbourg, tu vois. Quand tu arrives en Allemagne, c'était tes 3 ans que tu as fait là-bas, c'était à peu près vers quel âge ? Tu as fait l'école primaire ? Non, même pas, c'était maternelle, tu sais, Ouais. de mes 1 à 3 ans. Et à 3 ans, j'étais déjà en France, Strasbourg. T'as des souvenirs d'Allemagne ou pas un petit peu ? Des légers souvenirs. Ouais. Légers souvenirs. Je sais qu'à l'époque, tu parles pas ? je parlais un peu allemand Ouais. avant, mais là, j'ai totalement oublié. Et du coup, ton arrivée en France, est-ce que tu peux te détailler un petit peu ? T'es arrivé où ? Ça s'est passé comment ? Est-ce que c'était facile de s'intégrer ? On sait, ça peut être compliqué parfois. Ben, moi, du coup, vu que je suis arrivé à Strasbourg au début et qu'on était dans un truc un peu pour les immigrés, tu sais, j'étais pas tout de suite à l'école. Et j'étais à l'école quand je suis arrivé dans une autre petite ville qui s'appelle Haguenau, juste à côté de Strasbourg. Et là, ouais, j'avais fait la dernière année de maternelle. Après, j'ai fait la primaire, le collège là-bas, tout ça, tout ça. Et non, ça va, pour s'intégrer, ça allait. Juste au début, vu que je parlais pas français, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais sinon, moi, tu sais, je suis un peu timide. Donc sur ce point-là aussi, c'était un peu compliqué. Mais sinon, la grande partie de l'intégration, ça s'est bien passé, tu vois. Et du coup, bon, ça c'est plus l'intégration, on va dire scolaire, j'imagine. Et est-ce qu'en parallèle de ça, parce qu'on va pas rentrer dans le parcours scolaire et tout, puisque là, t'es un sportif, on va essayer de te connaître sur cet aspect-là. Est-ce que à côté de l'école, tu pratiquais déjà un sport ? Est-ce que t'as commencé ? J'ai vu quelques vidéos de toi au judo, il me semble. Ouais, T'as commencé rapidement ? Au CP, j'avais commencé le judo. Et après, jusqu'à 16 ou 17 ans, j'ai continué le judo. Et après, j'ai fait ma transition vers le MMA. Et quand tu étais en Tchétchénie, Ouais. du coup, tu es parti rapidement, mais même quand tu es passé en Allemagne et tout, vraiment, tu n'as pas fait de sport de combat. Ton premier sport de combat, Ouais. c'était en France tout de C'était suite. en France. J'ai jamais fait de sport de combat ailleurs qu'en France. C'est que quand je suis arrivé en France que j'ai commencé. Sinon, j'étais trop petit avant. À la limite, en Allemagne, tu sais, avec mes grands frères, tu sais, ils me mettaient souvent des films de combat et tout. Ouais. On pratiquait un petit peu dans notre chambre, tout ça. Mais pas de sport en club et tout. Ça t'a inspiré ? Quel film t'a inspiré ? Moi, j'en ai en tête, moi. Ah, bah moi, j'en ai aussi plein en tête. Vas-y, viens, dis les tiens. Dis les tiens, je dis les miens si je les connais. Moi, les films que mes grands frères ils me mettaient quand j'étais petit, tu sais, il y avait les films Undisputed 2, 3, Ouais. avec Boyka, tout ça. Boyka, Yuri Boyka. Ouais, il y avait Blood and Bone. Avec Kimbo Slice. C'est ça, avec Michel J. J. White. White, là. ouais. Les films Hong Bak, les films Ip Man, tous les films Bruce Lee, tout ça, frère, c'était. Ouais, on a les mêmes classiques. Hein. Ouais, je crois que ça a matrixé trop de gens, Vraiment, ces films-là. Ils ont matrixé trop de gens. Et du coup, tu vois ça, c'est plus des films un peu de percussion, mais tu as quand même été au judo. Et est-ce qu'à un moment donné, tu étais limité dans le judo, tu t'es dit, non, ce que je vois là, je veux vraiment être libre de combattre comme je veux, et c'est pour ça que tu as fait ta transition. Bah, en fait, moi, à la base, il faut savoir quand. Tu sais, moi, j'ai une très bonne mémoire. Ça veut dire que quand j'étais tout petit, c'était. Tu sais, vu qu'on venait d'arriver en France, il y avait une genre d'aide je sais pas, c'était quoi le truc. À la pratique sportive. Ouais, c'était un organisme, en gros, qui aidait les petits jeunes à découvrir des trucs et tout. Et moi, je disais toujours à mes parents que je voulais faire de la boxe, tu vois. Et au final, la dame, elle a dit, il n'y a pas de boxe ici, il n'y a que du judo. Mais vu que c'est quand même du combat, on est allé au judo, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai fait des années de judo jusqu'à prendre ma ceinture noire. Mais ouais, depuis toujours, moi, ce que je fais comme sport de combat, c'est pour être le plus fort possible dans une vraie bagarre. C'est pas dans un aspect sportif, tu vois ce que je veux dire ?
Ça veut dire que maintenant, même si j'étais judoka, un judoka pur, s'il perd en boxe, il s'en fout en vrai, c'est un judoka. Mais moi, j'aimais pas trop perdre même dans les autres sports à partir du moment où c'était du combat, tu vois. Tu vas être combattant ultime, quoi. C'est ça. Mais tu parles de vraie bagarre. Est-ce que Ouais. quand tu étais petit, Baki chahutait un petit peu? Est-ce que à la sortie de l'école, ça lui arrivait de dire toi, je vais t'attraper? toi, vas-y, viens, on t'attend. Et le gars, il stressait toute la journée. Est-ce que ça est arrivé, ça? Franchement, ça, c'est arrivé plein de fois, hein. Ah ouais? C'était surtout collège, tu vois. Primaire, collège. Mais ouais, ça arrivait. Ça arrivait. Après, moi, j'étais pas un mauvais garçon. Ça veut dire que j'étais pas quelqu'un qui provoquait les embrouilles et tout. Mais ouais, je me laissais pas faire, ça, c'est clair. Et donc, du coup, tu parlais du judo, etc. J'imagine que ça t'a apporté beaucoup, puisqu'on le voit dans ton jeu en MMA. Des fois, il y a des sweeps, des balayages, etc. Et est-ce que moi, je voulais vraiment évoquer ta transition en MMA? À quel moment, parce que tu le dis, toi, ton but, c'est vraiment d'être le plus complet possible, mais tu as quand même fait énormément de judo. Quel a été le déclic? Tu t'es dit, non, là, c'est bon, je veux aller au MMA. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur? C'était vers 13-14 ans. On commençait à regarder un peu des vidéos du UFC, tout ça. Comment j'avais 13-14 ans. Et à ce moment-là, je m'étais dit que j'allais dans tous les cas partir au MMA. C'était qu'une question de temps, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, même quand je faisais du judo, ma vision, elle a changé. Ça veut dire que chaque technique que je faisais au judo, la question que je me posais, c'est est-ce que ça passerait maintenant s'il n'y avait pas de kimono, etc., etc. Donc, mon jeu de judoka, il s'est développé aussi pour prévoir l'avenir du sport que je visais, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'ai fait ma transition, c'était assez facile de faire ma transition MMA parce que c'était prévu. Alors qu'un mec qui faisait vraiment du judo à fond et qui d'un coup a décidé de transitionner, je pense que c'est pas la même. Ouais. Donc, ouais, c'était vers 12-13 ans, j'ai commencé à vraiment me mettre à fond dans la tête le MMA, tu vois. Tu avais déjà cette mentalité de tout préparer pour arriver le plus près au MMA. Ouais, c'est ça. Et même si c'était pas le MMA, pour être le plus complet, on va dire au global. Exactement. Et donc vraiment, t'es passé direct, t'as pas fait d'amateur. Non, j'ai pas T'es fait passé d'amateur, non. directement pro au HFC, il me semble. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment on rentre en pro, parce qu'on voit, hein, il y en a, ils combattent en pro, malheureusement, ils n'ont pas assez d'expérience en amateur, et ça peut leur porter préjudice. Toi, t'es arrivé directement, t'as tout gagné. Qu'est-ce que tu ressens la première fois que tu rentres dans la cage de MMA? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé le MMA, j'ai fait une année de MMA. C'était dans un club en Allemagne, tu vois. Et c'était de mes 17 à 18 ans, du coup. Pendant cette année-là, je m'entraînais à fond, fond, fond. Et j'étais devenu bien, tu vois. Je pouvais tourner avec des pros à l'entraînement, etc. Donc, je savais que j'avais un bon niveau. Mais par contre, il fallait 18 ans pour combattre. À l'époque, il n'y avait pas des petites orgas amateurs ici en France et tout. C'était vraiment pas développé. Il n'y avait que le HFC qui me proposait des combats. Et du coup, j'ai dû attendre le jour de mes 18 ans pour faire mon premier combat. À la base, je voulais faire un combat amateur. Sauf que le HFC, tu connais comment ils sont. Ouais, y a pas La veille, ils me disent écoute, frère, ton adversaire amateur, il veut pas. Donc là, on te propose un pro, ce serait un combat pro ou il n'y a rien, tu vois. Donc j'ai accepté. Mais moi, je pensais que je pouvais revenir en amateur après. Ouais. Sauf que finalement. Je crois que c'est que quand tu perds. Quand tu fais un combat pro et tu perds, je crois qu'il y a un truc, un délire, Ah ouais, tu peux vraiment revenir. Ok. Je crois que c'est un truc comme ça, j'avais déjà entendu. Mais du coup, ouais, quand tu gagnes comme tu l'as Ouais. fait, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc c'était un boxeur que j'affrontais, un gars qui commençait aussi sa carrière pro en MMA. Et j'ai gagné sur Ground and Pound au premier round. Et voilà, tu vois. Première victoire. Ensuite, on a enchaîné un mois et demi après le deuxième. Ensuite, un mois et demi après encore le troisième. Et encore le quatrième, un mois et demi après, tu vois. Et tu vois, tu as beaucoup enchaîné, tu as tout gagné, enfin, tu as gagné tous tes combats. Et est-ce que quand même tu te dis, parce que tu vois, quand tu combats en pro, bah là tu dis tu as enchaîné, mais au fur et à mesure, quand tu montes en niveau, tu peux plus combattre à un espace rapproché. Tu es obligé d'écarter les dates. Et est-ce que tu regrettes pas quand tu vois par exemple la hype que des combattants amateurs ont, pardon, est-ce que tu regrettes pas de pas être passé par cette case-là où tu aurais pu décrocher des médailles aux IMAF, tu aurais pu faire. Bah en fait, tu sais, c'est comme ça en réalité. C'est que plus tu commences tôt à te médiatiser, etc., plus les gens ils vont commencer à apprécier ce que tu fais, même si c'est des petites choses. Ça veut dire que, tu vois, aujourd'hui, moi, si je faisais un combat amateur et que je gagne, ou que je gagne une médaille à l'IMAF, tout le monde s'en bat les reins. Même pour moi, ce serait même pas un accomplissement. Un accomplissement, ce serait logique, vu que je suis un combattant professionnel. Mais si j'étais amateur et que je le faisais et que je gagnais, tu sais, c'est un accomplissement de plus. Les gens, ils suivent. Tu sais, ça fait partie de l'aventure, tu vois. Ouais. Et ça veut dire que plus tu te mets tôt dans les réseaux et montrer ce que tu fais, plus la hype, elle va monter alors que tu es encore en train de t'améliorer, etc., etc. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, bah forcément, vu que j'ai atteint quand même là, je vais faire mon 11e combat professionnel, ça fait quand même... ça commence à être des vrais clients, tu vois.
Ça veut dire que je peux plus enchaîner tous les 1 mois et demi, 2 mois. Il faut que je fasse des vraies préparations. Il faut que mon cutting soit carré, que le game plan soit carré, etc. Donc forcément, tu combats moins. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, j'ai eu carrément une période d'inactivité à cause de Ouais, trucs contrat, contractuels. etc. Mais ouais, tu peux combattre à l'aide 3 fois par an. T'es un combattant actif, toi-même, tu le sais, tu vois. Ouais, ouais. Mais justement, est-ce que toi, tu regrettes pas? Tu te dis pas, ouais, là, il y a des contrats. Attendez, en amateur, tu peux enchaîner. Hmm. Et en vrai, comme tu le dis, est-ce que tu te dis, tu trouves pas ça injuste? Des fois, tu fais des trucs en pro, les gens ne se rendent pas compte que c'est fort. Hmm. Alors que si tu l'avais fait en amateur, un truc largement moins bien, les gens, ils auraient été en mode, ah, c'est une dinguerie. Bah, tu regrettes, mais en vrai, je suis pas non plus dans la pire des places. Il y a des gens, c'est encore pire. T'as des gens, ils avaient déjà 15, 16 combats professionnels. Et c'est qu'après qu'ils ont commencé à être, entre Ouais. guillemets, médiatisés, tu vois. Regarde, par exemple, moi, Saladin Parnasse, je le connais depuis qu'il a 13, 14, 0. Et à cette époque-là, je crois, quand je le suivais, il avait peut-être 30, 40 000 abonnés, tu vois. Ça veut dire que pendant 13, 14 combats, les gens, ils le suivaient pas trop. Alors que c'était des performances monstrueuses qu'il faisait déjà. Le Ouais. mec, il était déjà champion du KSW et tout. Ouais, même en France, c'était le meilleur. Hein. Bah oui, c'était le T'as vu, meilleur. même après, on peut discuter. Oui, il y en a, ils vont dire KSW, ceci, cela. Mais en vrai, quand tu regardes Saladin Parnasse, Bah bien sûr. en France, il a tapé, Mais les ce que meilleurs. je veux dire, c'est qu'il y a eu une période où il faisait déjà du sale Ouais, ouais. et les gens, ils suivaient pas vraiment, tu vois. Ça veut dire que ça, c'est dommage. Ouais, Alors que. Bah, après, avant, le MMA, c'était pas suivi. Tu bah, vois. c'est ça, c'est un peu comme ça me fait penser aux footballeurs à l'époque. Tu vois, il y a des Mm. footballeurs qui ont gagné la Coupe du Monde en 98. Mm. Ils faisaient une interview, ils disaient les sommes que les gars ils gagnent aujourd'hui, c'est un truc de fou. Alors qu'ils ont même pas gagné la Coupe du Monde. Mais bien sûr. Tandis qu'à l'époque, tu vois, il y a des gars comme, enfin, je pense à des tauliers du MMA en France. Mm. Ils ont fait des accomplissements, ils n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils Bah, auraient dû bien sûr. avoir. Et aujourd'hui, bah, c'est comme ça. C'est Ouais. Bon, après, ce qui est bien, c'est que maintenant, ils l'ont. ouais. Mais s'ils avaient eu leur reconnaissance déjà avant, ils auraient pu être encore bien plus devant, tu vois. Ça veut dire que là, aujourd'hui, Saladin, les gens, ils disent encore que c'est comme un crack, etc. et tout. Mais moi, Saladin, c'est un ancien, carrément. Ça veut dire que Saladin, depuis un moment, ça fait un moment qu'il est là. Moi, je commençais même pas le MMA, qu'il était déjà champion du KSW, tu vois. Ouais, Saladin, c'est. Et moi, je pense qu'il mérite beaucoup, beaucoup plus d'abonnés, etc., qui soient beaucoup plus suivis, tu vois. Parce que c'est un des combattants les Ouais, plus, franchement, les plus en place. avec Morgan Charrière, William Gomis, on voit un C'est Morgan des Charrière. piliers solides, tu ouais, vois. c'est ça. Morgan Charrière qui a aussi lancé une grosse hype sur le MMA en France, Bien faut pas sûr. l'oublier. Et c'est des gars. Bon, ça, je suis content parce que là, ils sont en train de reprendre un peu. Ouais, ils récupèrent quand même leurs fruits du travail, tu vois. Mais là, tu vois, en parlant de hype, toi, qu'est-ce que tu. Parce que je me rappelle à l'époque sur Twitter, Mm. toi, ça a explosé. Genre, Mm. t'as eu un soutien de base, c'est sur Twitter, on est d'accord. Ouais. La communauté, tu te l'es créée sur Twitter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de tout ça? Comment ta hype, elle s'est créée depuis le tout début? Comment Baki s'est fait connaître? Alors, si je me trompe pas, il me semble que le Covid venait de finir, tu vois. Moi, c'était pour ça aussi qu'il y a eu une période entre mes 4 premiers combats et mon 5e, c'est parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Et toi, tu sais, avec la première vague, Mm. deuxième vague et tout, et c'était une longue période. En plus, le petit moment, il y a eu une petite fenêtre entre la première et deuxième vague où on pouvait combattre, mais je trouvais pas d'adversaire parce que j'avais 4-0 et à cette époque, le MMA français, il n'y avait pas beaucoup de monde, tu vois. Et donc, je trouvais pas d'adversaire. Il y a eu la deuxième vague, et une fois que la deuxième vague s'est finie, je suis revenu, j'ai fait mon retour contre Attila. Ouais. Je sais pas si tu te Ouais, souviens. si, je me souviens très Ouais. bien. Et là, c'était un peu le début de la hype parce que les gens, ils commencent à. Le MMA est enfin légal en France. Donc là, on va savoir qu'il y a du ground and pound et tout. Retour du 100% fight. Tu vois, il y a plein de trucs qui se passent. Il y a des combattants qui sont hypés. Il y avait Lethal BJJ. Plein de mecs qui faisaient des tweets sur ah ouais, il y a 2 mecs qui vont s'affronter. Baki contre Attila, ça va être un beau combat et tout. Attila, tu sais, il avait aussi le fait qu'il soit dans la team à Morgan. Ouais. Il avait un peu plus de hype que moi à l'époque en plus. Et voilà, après on a fait le combat, j'ai gagné. Et c'était une belle performance en plus, donc les gens ils ont kiffé. Et après ça a encore plus explosé avec l'ARES, etc. Tu vois. Mais toi, c'est quoi le moment où tu te dis, genre, tu poses ton téléphone une nuit, le lendemain, tu te réveilles, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? T'es obligé d'enlever les notifications, mettre en sourdine parce que ça a explosé. C'est quoi l'événement qui a fait que. Ah, l'événement qui a fait que j'ai été obligé d'enlever les notifications. Ouais, vraiment, genre là, ça a pété de ouf. En vrai, c'était Marie Sardi, je pense. Ah ouais, Ouais. Ton premier combat à l'ARES? Ouais, Marie Sardi, c'était une dinguerie. Après ça, je crois que j'avais pris beaucoup. Hein. J'avais pris beaucoup. En fait, c'était le moment où les gens, parce que tu sais, Arès, c'était vraiment un truc sérieux. Tu vois, c'était vraiment. Ouais, c'était. C'était ouais. bien filmé, il y avait des conférences de presse, tu vois, il y a des pesées. C'est vraiment bien fait, tu vois. Et gagner un combat, j'avais fait une belle performance en plus. Tu sais, moi, on croyait que j'étais un lutteur. J'avais fait un beau match de striking et tout. Je mettais des front kicks dans la tête du gars et tout. Les gens, ils ont kiffé. Et ouais, je me rappelle que j'avais vu demande de 99 et plus, tu vois. Ouais. Et là, j'avais
C'était là qu'on était obligé de couper les notifications. T'es obligé. Mais et malgré, tu vois, la hype, ça peut faire perdre la tête à certaines personnes. Ouais. J'ai l'impression que tu restes très concentré. Mm. Quelle est ta mentalité? Toi, c'est quoi ton mindset? Comment tu vois les choses? Comment tu vois le MMA? Est-ce que tu as un but où tu te dis, arrive à ce stade-là, c'est terminé? Ou est-ce que, enfin, quel est ton but, toi, dans les MMA? Tu veux faire quoi dans ça? Bah, c'est vrai que ça peut faire perdre la tête parce qu'en vrai, les autres personnes qui te donnent des compliments comme ça, etc., tu peux les croire en fait, mais faut pas les croire. Eux, ils sont juste là pour te féliciter pour ce que tu as fait, etc. Mais en vrai, tu es un homme comme eux. Ça veut dire que tu n'es pas supérieur à eux. Donc, si tu perds la tête, c'est déjà le début de la chute. Moi, ce que je vois dans le MMA, c'est que je reste la même personne que quand j'avais 18 ans, tu vois, quand j'ai commencé. Le même mec qui a faim, les mêmes préparations, les mêmes entraînements. Moi, je suis un gars, je tiens une diète aussi toute l'année. Ça veut dire que, tu vois, je suis sérieux du début à la fin. Et moi, ma manière de voir ce sport, c'est que voilà, c'est des sacrifices. Et c'est pas des sacrifices juste pour le combat. Tu sais, on dit souvent qu'il y a une bulle pour les combattants avant le combat, Ouais. où ils mangent plus rien, ils sont concentrés sur leur combat, etc. C'est vrai, je suis d'accord. Mais moi, je pense qu'il y a une bulle encore plus globale, une énorme bulle sur la carrière en entier, tu vois. Ça veut dire que c'est pas en mode tu fais tes combats et après c'est tranquille, tu fais ce que tu veux. Moi, je fais mes combats, mais même hors combat, je suis concentré, j'essaie de m'améliorer, etc. Moi, je supporte pas, même que je vois des vidéos d'il y a un an et que mon shadow, c'est le même. Ça veut dire que Ouais. si mon shadow, je vois pas des améliorations même dans mon shadow, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant un an, tu vois. C'est-à-dire que toujours, on cherche à s'améliorer, apprendre de nouvelles choses, etc. pour arriver au sommet, tu vois. Là, tu mets l'accent sur la boxe anglaise, j'ai vu. Ouais, beaucoup de boxe anglaise Tu en ce veux moment. éteindre. Ouais, je vais éteindre. Ouais. Tu parles de diète à l'année. Ouais. Tu vois, là, je vais faire un cadeau à tous les auditeurs. C'est quoi ta diète? Donne un plan pour être comme toi. Parce que tu as vu, là, physiquement, tu es monstrueux. Mm. Si tu manges quoi, tu fais quoi, tu t'entraînes comment? Alors moi, c'est simple. Je mange le moins possible des aliments qui sont transformés déjà. Ça veut dire que tout ce qui est Kinder, tout ce qui est viande transformée bizarre, tout ça, je mange pas. Ou alors dans des cas exceptionnels, tu vois. Mais sinon, je suis quelqu'un qui me concentre d'aliments bruts, tu vois. Moi, je mange beaucoup de pommes de terre, beaucoup de poulet, beaucoup de viande rouge, du riz. Pâtes, par exemple, j'en mange plus. Du pain, j'en mange plus parce que c'est des aliments qui sont transformés, etc. Ouais. Mais tu vois, par exemple, du riz complet, ce genre de choses, j'en mange. Et voilà, tu vois. Au début, c'est compliqué parce que tu as une habitude au sucre. Mais avec le temps, si tu restes concentré sur ce genre de nourriture, tu trouves ton plaisir là-dedans, tu vois. Et au niveau de l'entraînement, de la prépa physique, c'est quoi ton rythme à peu près? Tu fais quel type? Tu répartis comment ta semaine d'entraînement entre prépa physique, entre lutte, entre JJB, entre boxe anglaise, entre MMA? Alors moi, en fait, je suis un mec, je fonctionne par cycle. Ça veut dire que si maintenant, ce que je vais dire là, ça va pas être la même chose dans 3 mois. Ça veut dire que moi, tu vois, il y a les combattants MMA, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans leur salle de MMA, ils s'entraînent au MMA toute l'année et ils progressent légèrement sur un peu tous les points. Moi, je fais pas trop ça. Bien sûr, je suis concentré à fond sur le MMA quand j'ai un combat, mais hors combat, moi, je fais des cycles. Ça veut dire que je vais faire, par exemple, 3 4 mois où je vais faire de la boxe anglaise à fond, 3 4 mois où je vais faire de la lutte à fond, 3 4 mois où je vais faire du sol à fond. Et en faisant des cycles comme ça, en étant concentré sur un point précis, ben, je vois que ça. Ça veut dire que je m'améliore de ouf. Je vais regarder des combattants qui vont être forts dans ce truc précisément. C'est-à-dire que vu qu'en ce moment, je fais beaucoup d'anglais, je regarde des combattants d'anglaise. Je fais que de regarder ça. Je m'améliore sur ça. Je fais des pas d'ours, je fais du sac. J'essaie d'être concentré que sur ça. C'est-à-dire que maintenant, en 3 4 mois, mon niveau en anglaise, il est monté de ouf. Mon niveau en lutte grappling, j'en fais quand même au moins 2 3 fois Ouais, par tu veux semaine. maintenir au moins. Ouais, je Ouais. maintiens. Et en plus, bizarrement, là, je me suis même amélioré carrément en lutte et au sol. Je sais pas comment, mais depuis là, je suis mieux, tu vois. Mais voilà, je fais des cycles. Ok. C'est comme ça que je fais, tu vois. D'accord. Pour faire des pics de progression. Et du coup, vraiment, toi, ta vie, elle tourne autour du MMA. Ouais. Parce que je voulais aussi parler de ton lifestyle hors MMA. Et j'ai l'impression que il y en a pas. Est-ce que tu peux te développer un peu sur ça? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Tu vois, moi, ce que j'aime bien poser comme question aussi, tu en as déjà parlé, c'est tes passe-temps, l'astronomie, etc. Enfin, tu vois, on va pas parler d'astronomie, tu vois, tu en as déjà parlé maintes et maintes fois. Mais c'est quoi tes passe-temps? Qu'est-ce que tu fais hors MMA? Alors moi, hors MMA, même si ça prend une très grande partie de ma journée, voilà, je fais des activités un peu détentes où je me retrouve, tu vois, comme on a dit, l'astronomie. Je regarde des films, je joue à des jeux vidéo aussi, j'aime bien. Même si en ce moment, là, il n'y a pas de jeu, je trouve pas Là, de bon jeu. on s'ennuie en ce moment. C'est nul, frère. C'est quoi ton C'est- jeu préféré? Je veux dire de toute ma vie, là. Ouais, vas-y, fais un top 3.
franchement, là où j'ai passé les meilleurs moments, c'était, je pense, Minecraft, GTA Online, j'avais passé vraiment des bons moments. Et franchement, Skyrim, c'était incroyable aussi, hein. Ouais, Ces c'était trois-là, c'est vrai, c'est des jeux d'époque. C'était Ouais. Mais l'époque de nos si je grands reviens frères. encore avant, il y a aussi Counter-Strike Source, ce genre de jeu, c'était des dingueries. Tu vois. Dofus, t'as jamais joué à Dofus? Non, j'aime pas Dofus. Ah, t'as raté, hein. T'as raté. J'aime pas. Et du coup, ouais, bah, tu vois, donc toi, c'est vraiment autour du combat. Ouais. Est-ce que tu trouves pas, quel est ton rapport avec, parce que tu vois, le MMA, c'est un monde violent quand même, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, ouais. Et tu t'entraînes tous les jours, tu te fais mal au corps, bah, ça a quand même des bienfaits, parce que tu vois, tu le dis, tu gardes une certaine hygiène de vie dans les aliments que tu consommes, etc. Mais est-ce que tu trouves pas que l'environnement du MMA, toujours aller s'entraîner, toujours se repousser, toujours se mettre dans le dur, t'as quel rapport avec ça, toi? Bah, si on doit parler d'environnement, etc., c'est pas en mode. Tu sais, il y a des gens, ils aiment bien utiliser les expressions la vie est belle, tout ça. En fait, je pense que quand t'es combattant MMA professionnel, tu peux pas trop avoir ce genre d'expression qui tourne dans ta tête. Parce que, frère, en vrai, on a un cadre de vie qui est dur quand même, tu vois. C'est-à-dire que tu vas à la salle, il y a des gens, ils essaient de te faire du mal. Toi, tu essaies de faire du mal aux gens. Il y a des diètes. Tu sais, parce que j'ai dit il y a les diètes, mais il y a aussi les diètes vraiment avec les coachings. Ça, c'est aussi un truc qui est dur. En vrai, la vie du combattant, elle est pas facile. Elle est pas facile, même que ce soit combat, hors combat. Tu sais, il y a les pressions des combats, mais il y a aussi les entraînements hors combat, ils sont pas faciles, tu vois. Donc en vrai, et en plus, tu sais, nous les combattants, on peut pas trop se reposer. Ça veut dire que moi, j'aime pas, par exemple, si je pars quelque part en vacances ou même dans un voyage ou quelque part, moi, je m'organise toujours pour que je puisse m'entraîner là-bas. Parce que si je m'entraîne pas, mon niveau, il va redescendre. C'est pas, en fait, le corps, ton niveau, etc., ce sport, il est ingrat. C'est pas comme un mec qui va travailler, qui prend 2 semaines de pause et qui peut retourner au travail, c'est calculé et tout. Non. Nous, si pendant 2 semaines tu te reposes, il faudra le payer derrière, tu vois. Tu vas soit prendre du poids, soit tu vas commencer à perdre des mécanismes que tu avais commencé à travailler. Donc, c'est relou un peu ce sport, tu vois. Tu peux pas profiter dans ce sport. Jamais, tu profites jamais. Baki est jamais en vacances. Non, jamais en vacances, vraiment kiff, jamais. Ouais, toujours en entraînement. Ouais. Je voulais te poser une question. Pour toi, c'est qui, dans l'histoire du MMA, c'est qui le GOAT? Le GOAT? Ouais, vas-y. Il y a le GOAT pour que objectivement, tu dis, ouais, lui, c'est vraiment le plus fort. Ouais. Et celui que tu kiffes, genre tu préfères. Tu dis, ouais, lui, c'est mon combattant préféré. Ok. Tu peux faire les deux. Ok, je vais faire les deux alors. Vas-y. En vrai, avant de parler de GOAT, il faut se justifier aussi sur ceux qu'on ne sélectionne pas, je pense. Ouais. Moi, je pense John Jones, il est vraiment très fort et tout. Mais frère, moi, je le mets pas dans GOAT. Ah ouais? Je le mets pas dans GOAT. Enfin, je le mets pas le GOAT. Il est parmi les GOAT, mais je le mets pas le GOAT. Pourquoi? Parce que quoi qu'on en dise, même s'il est extrêmement fort et qu'il a battu des légendes et tout, pour moi, il a perdu des combats. L'UFC, ils l'ont trop favorisé, frère, contre Dominique Reyes. Il a frôlé la défaite. Bon, là, il est un petit peu gros et tout. Le fait qu'il vesquille un peu Thomas Spinal, moi, j'aime pas tout ça, tu vois. Est-ce que tu penses pas qu'avec ce qu'il a déjà fait, même s'il s'arrête maintenant, c'est déjà le GOAT? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait autant. Hein. Ouais, mais tu veux dire par rapport à ce qu'il a battu sur les anciens combattants MMA? Ouais, en fait, moi, vraiment, ce qui me choque avec lui, c'est il a tapé il a tapé une génération. Allez, barrez-vous. Deuxième génération, barrez-vous. Troisième génération. La troisième génération, c'est maintenant. Ouais, c'est là. Mais la deuxième génération, du coup, il a pas tapé tout le monde pour moi. Ça veut dire que Dominique Reyes, pour moi, il l'a battu, tu vois, par exemple. En fait, l'UFC, il le protège trop, ce mec. Et ça, j'aime pas trop, tu vois. J'aime pas trop. Après, oui, il est parmi les GOAT. Tu mettrais qui, du coup, toi? Mais je pense que Thomas Spinal, il le fout droit, tu vois. Ah ouais? Je pense que Thomas Spinal, il l'envoie loin. Il le laisse froid? Il le laisse froid. Je pense vraiment qu'il le laisse froid, tu vois. Ah ouais. Sinon, quoi qu'on en dise, même sur l'UFC, il n'a pas défendu beaucoup sa ceinture, je pense que Khabib, il rentre quand même dans la discussion. Tu vois, il a quand même un score de 29-0, quoi qu'on en dise. Il a tapé quand même des mecs très forts dans sa catégorie. Mais Khabib, jusque 20-0, c'était pas terrible. Hein. Non, je crois que c'était jusqu'à 16 ou 17-0. Ouais, il combattait des gants. Le mec était en 16-0, il combattait des gants 0-0. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est plus sur la fin, tu vois. Ouais, il a quand même battu des beaux noms. C'est vrai qu'il était ultra. Ce qui est choquant avec lui, c'est qu'il est ultra dominant. C'est ça que je veux dire aussi. Il n'y a pas de place au doute. Ouais, c'est ça. Peut-être une fois contre Gelson Chibao, un truc comme ça, mais il a gagné, quoi. Mais ouais, il a quand même gagné. Genre, c'est pas un vol, quoi. Ouais, mais ça sent. Mais moi, je pense que Islam Makhachev, il y a plus. Il a gagné plus de gros noms que Khabib. Ah oui, ouais. Totalement. Islam Makhachev, ce qu'il a fait, c'est mais fort, moins hein. dominant, du coup. Ouais. Tu vois, il a parfois fait des guerres. Il a pris un KO et tout, en plus. Ouais. Et après, sinon, moi, celui que je vois bien parti là, pour vraiment aller loin, c'est aussi Topuria.
Makhachev, en vrai, moi, j'y crois. Hein, le délire de 3 catégories, je pense qu'il peut le faire, tu vois. Il peut le faire. Bon, Walter, je sais pas s'il va combattre son pote Belal. Ils se sont follow là, apparemment. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça. Ok. Je sais pas, je sais pas si c'est vrai, faut Je sais vérifier. pas s'ils vont arriver à affronter. Mais moi, je pense, par exemple, qu'il pourrait battre un Leon Edwards, tu vois. J'y crois, tu vois. Il y a une grosse défense, Leon Edwards. Il a une grosse défense, mais Makhachev, il est quand même chaud, hein, tu vois. Pour moi, si Leon Edwards contre Makhachev en striking, il y a moyen que Makhachev il finisse froid. Hein. Ouais, il y a moyen. Après, tu sais que moi, Leon Edwards, frère, je trouve il est trop. Tu sais, il est vraiment bon en striking et tout. Mais quand il a pas la confiance, il est vraiment. Ouais, c'est mentalement, c'est. Ouais, je pense que c'est ça son point faible, tu vois. C'est même sur le deuxième combat avec Kamaru, jusqu'à qu'il sorte le high kick, frère, même en striking, il se faisait laver. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il se faisait laver, tu vois. C'est vrai. Et du coup, pour toi, ton GOAT, c'est qui? Là, moi, franchement, celui c'est que vraiment je trouve... Khabib. Hein? Khabib. Non, moi, je dirais pas non plus Khabib. Mais ouais, je dirais peut-être GSP aussi rentre dans la discussion. En vrai, c'est une vraie question. Hein. Mais vas-y, moi, je mets Khabib, je pense. Ouais. Ouais, je mets Khabib. Et celui que tu préfères? Là, les gars, c'est pas forcément le niveau, c'est genre vraiment celui qui t'a inspiré, tu te dis. Non, en vrai, moi, là, pour le coup, j'ai plein de combattants que j'aime bien. J'ai bien aimé comment Kamaru, il a lavé sa catégorie pendant des années. Ça, c'était quelque chose que j'ai kiffé. J'aime bien aussi Khamzat, comment il fracasse ces gars-là, tu vois. Tout ça, c'est des noms que j'aime bien, tu vois. Et du coup, tu peux ça fait la parfaite transition. Ta rencontre avec Khamzat, comment ça se fait que tu vas tourner avec lui, tu t'entraînes avec lui, etc., etc. Ouais, bah là, c'était la deuxième fois là, du coup, que je me suis entraîné avec lui. La première fois, c'était pour préparer à la base Paulo Costa, mais finalement, c'était Kamaru. Parce que je pense que vous êtes rencontrés, t'avais fait un combat à l'ARES, t'avais gagné et il t'avait suivi, et après, vous êtes mis en relation comme ça. C'est ça, c'est ça. Okay. C'était comme ça. Et au début, il m'avait demandé, il m'avait dit que pour sa préparation, il avait besoin de bons gars pour faire des sparring. Donc, si j'étais chaud, je pouvais venir. Donc, je suis allé, tu vois. On avait fait 2 mois de préparation. Et là, récemment, moi, j'étais allé à Dubaï de moi-même parce que j'avais des petits trucs à faire là-bas. Et j'en ai profité pour m'entraîner encore avec eux et tout. Et voilà, c'était stylé, quoi. Et ça t'a rapporté quelque chose, vraiment, ou pas? Ouais, franchement, tu sais que lui... Ou c'est juste les caméras? Non, c'est pas les caméras. Franchement, ça apporte de ouf, hein, parce que son niveau de lutte... Tu sais, les gens, ils en rendent pas compte, mais son niveau de lutte, à l'UFC, personne l'a. Ah ouais? Vraiment personne là, et je pense même que personne l'a jamais eu, tu vois. Il a un niveau de lutte qui est trop abusé. Mais lui, c'est dommage parce que je me rappelle quand il est arrivé en balle, il est arrivé comme un fou, 2 combats en je sais plus combien de temps. En 7 jours. Ouais. Il a tout explosé, et au final, des années après, il a été bloqué par le Covid, etc. C'est vraiment dommage. Ouais. Vraiment dommage. C'est dommage, mais là, c'est bien, là. J'aime bien comment il a tapé Whittaker. Là, il commence à revenir, là, il veut taper Duplessis. Je pense qu'il va taper Duplessis et il va prendre la ceinture, c'est bien, tu vois. Après, il faut se dire que dans la vie d'un combattant, c'est jamais tout beau, tout rose, tu vois. Il y a des moments où c'est une dinguerie, il y a des moments où ça redescend, il y a des moments où t'es au plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait partie du truc, faut garder la foi, tu vois. Et la performance de Nassourdine contre Adesanya? Ah, ça, c'était magnifique. C'était incroyable. C'était magnifique. Moi, j'étais surpris. Hein. Non, moi, j'étais surpris. En plus, on avait un bon Adesanya. Hein. Il était bon. C'était pas un Adesanya qui était sur la descente. Le premier descente. round, il le prend. Et en fait, quand je vois le premier round, je me dis, ah, ça y est, entre guillemets, je savais ce qui allait se passer. Adesanya, il va défendre la lutte et il va le matraquer en striking. Il m'a fait mentir, Nassourdine. Il a éteint. Franchement, c'est chaud. Tu sais, moi, ce que j'aime bien, c'est que, je sais pas si tu te souviens, genre, il y a peut-être 2-3 ans, tu sais, quand c'était le moment où Nassourdine, il avait quand même, je crois, perdu contre Strickland et tout. Il y avait un moment où il y avait des gens, ils le rabaissaient et tout. Mais tu voyais qu'il y avait certains combattants qui s'entraînaient avec lui qui disaient, les gars, si Nassourdine du sparring, on le retrouve au combat, ça va être une dinguerie. Ouais. Tout le monde disait ça. Tout le monde disait, ouais, mais du coup, nous, on s'en fout qu'il soit bon à l'entraînement. On veut le voir. Et là, en fait, on le voit enfin comme il est à l'entraînement et ça fait plaisir de fou. Là, c'est mais en plus, ça rentre en accord avec ta façon de penser aussi. Puisque toi, il y a beaucoup de personnes qui disent en sparring, t'éteins les gars. Ouais. Et en combat, là, t'as pas encore mis de KO. Ouais, de KO net, non, j'en ai jamais mis. Mais tu veux vraiment te montrer en combat comme t'as à l'entraînement. En fait, c'est ça. En fait, le truc, c'est que le KO net, toi, je sais pas si t'en as déjà mis même à l'entraînement ou quoi. Non. Ok. Bon, en gros, moi, à l'entraînement, j'en ai déjà mis plusieurs, tu vois. Ouais, on a vu. Ouais. On a vu. Ouais, c'est pas le but qu'on voit. On va pas dire. On va pas dire. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les KO net, ça tombe un peu sans faire exprès, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te mets dans la tête une vision tunnel de je vais le mettre KO, bah le gars, tu vas juste faire n'importe quoi, tu vas taper, tu vas louper tes coups, tu vas t'épuiser, au final, tu vas pas le mettre KO, tu vois. C'est-à-dire que moi, jamais dans ma tête, il y aura un moment où je vais me mettre dans le cerveau, ouais, là, je vais venir, je vais lui mettre ce coup, il va tomber KO. Ça arrive jamais, c'est jamais arrivé, même à l'entraînement. Il y a jamais un moment où je me suis dit, je vais me mettre que ce coup, il va tomber KO. Mais
tu crées en fait des patterns. Ça veut dire que je sais que lui, il fait ce move et je sais que ce contre, il passe souvent bien. Et à un moment, sans que tu t'en rendes compte, tu le mets et le gars, tu le retrouves au sol inconscient, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, que j'essaie d'améliorer. Ça veut dire que dans mes entraînements actuellement, j'essaie de ressortir un peu plus ce que j'ai sorti dans mes sparring pour que le jour du combat, ça ressorte. Et Inch'Allah, ça ressortira. Mais je suis pas là à me dire, je vais arriver, et lui, je vais le mettre KO, promis, juré, craché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, du coup, on va sûrement voir ça très bientôt, hein, parce Ouais, que là, après t'as eu pas mal d'inactivité suite à Ouais. un problème de contrainte. On va pas rentrer dans les détails, mais normalement, tu devrais revenir courant mai, c'est ça? C'est ça. C'est pas encore officiel, mais on espère. Et bah, j'espère qu'on va. Tu penses que ce combat-là, on va avoir le baki des sparring? Ouais, je pense qu'on va avoir le back in Ouais. sparring. Pendant un an, plus, t'as charbonné là. ouais, en plus, j'ai 5 rounds. Donc, en 5 rounds, je pense qu'il y a le temps de placer un bon. Baki avec la ceinture d'Ares. Et après quoi? Après, on a le contrat avec le PFL. Ouais. Toujours d'actualité? Ouais, toujours d'actualité. Après, peut-être, faut voir l'avenir. Mais voilà, moi, j'ai mon contrat avec le PFL qui est aussi préparé, Ouais. comme il avait été annoncé précédemment. Donc, ce sera sûrement ça. Et il y aura aussi la fameuse revanche que tout le monde attend. C'est ça, bah, c'est ce que j'allais te demander. Qui fait Parce que- partie du truc, tu vois. Ouais, donc ça fait vraiment partie du Ouais, contrat. enfin, la c'est revanche un contre contrat à Doumbé. part. C'est un contrat à part, c'est-à-dire j'ai un contrat avec un nombre de combats et un contrat avec un combat à part, tu vois. Et genre, on veut pas les termes exacts du contrat, mais tu vas faire tous tes combats prévus et le dernier combat, c'est contre Doumbé Non, ou non, alors c'est. pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de refaire le combat le plus rapidement possible. Le but, Ok. c'est pas de le refaire dans 2 ans quand tout le monde a oublié. Ouais. Le but, c'est que voilà, je pense Cédric, il vient, il était encore un gars. Ça, Epel revient de ouf, etc. Moi, je fais mon combat pour la ceinture à l'ARES ou encore un gars après, ou je sais pas. Mais qu'en gros, on soit de nouveau comme avant. En Ouais. mode, tout le monde est sûr que l'un va gagner, comme tout le monde est sûr que l'autre va gagner. Et quand tout le monde est comme ça, on fasse cette revanche, tu vois. C'est l'objectif. C'est le bon truc à trouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parce que j'ai beaucoup la discussion avec les gens. Est-ce que tu penses que le deuxième combat va être plus hype que le premier? T'en penses quoi, toi? Tu penses qu'il va y avoir plus de hype ou c'était gros quand même? Si c'est bien fait, il y aura plus de hype. Ouais. Si tu le fais dans 3 ans, non. Si tu le fais dans 2 ans, non plus. Même si tu Ouais. le fais dans 1 an, ça commence à être chaud. Faut que ça se fasse en 2025. Il Là. faut que ça se fasse en fin d'année 2025. Ou alors qu'en fin d'année 2025, il se passe une dinguerie de la part de Cédric en mode il a tué un mec carrément dans la cage et que Baki il a fracassé aussi deux mecs, tu vois. Et c'est le retour, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir la revanche. On a Ouais. tous hâte de voir ça. Ah, bah, Moi, même c'est le moi. combat le plus. Toi, il y en a, ils disaient oui, Varela contre Parnasse. Mm. Mais en vrai, le combat le plus hype, c'était toi et Doumbé. Bah, Le combat le plus avec tout hype. le respect qu'on a pour Ouais, bien sûr. Parnasse, etc., c'était un très beau combat. Mais non, ça, c'était pas du tout le C'était même calibre. déséquilibré en plus. Mais bien sûr. En plus, c'était un combat déséquilibré. Saladin est bien au-dessus, quoi qu'on Ouais, en ouais. dise. Tu Bon, vois. on a vu. Bon, après, Varela, il a le droit d'avoir sa chance pour le titre. Ouais, il a fait ses Mais, victoires. mais clairement, Saladin, c'était un cran, même Ouais. plusieurs crans au-dessus de Varela. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie de dire qu'il avait aucune chance, ça reste un combat. Mm, Mais Saladin était trop loin pour lui, tu vois. ouais. Et toi, qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Admettons, on espère pour toi, dans 10 ans, tu as des enfants, tu as une famille. Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent? Quand ils tapent sur YouTube Baysangour Shamsudinov, leur père, ils voient quoi de toi? L'héritage que tu laisses? Si on doit parler de sportivement, ce serait d'être dans cette liste de GOAT qu'on discutait tout à l'heure, tu vois. Ouais. Ce serait, je pense que c'est l'objectif même de tout combattant. En tout cas, de tout combattant qui se voit aller au sommet. C'est-à-dire que moi, je vais pas te mentir, je me vois aller le plus loin possible. Je me vois pas, je me limite pas. C'est-à-dire, je suis pas là à me dire je vais prendre la ceinture d'Arès et c'est fini. J'essaie d'aller au plus sommet possible. Actuellement, la plus grosse organisation, c'est l'UFC. Exact. On ne sait pas si dans les années à venir, ce sera la même chose. Peut-être dans 10 ans, il y aura des choses qui changent. Mais que quand on tape Baysangour Shamsudinov sur Google, il soit considéré comme parmi les meilleurs combattants de la planète, bien sûr. Ok. Et pour vraiment essayer de clôturer un petit peu cette interview, ce podcast, on voit beaucoup de mauvais commentaires des fois sur les réseaux sociaux et on en parlait même en off. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte, selon moi, qui se rendent pas compte de ton niveau, qui se rendent pas compte du niveau de Cédric Doumbé aussi, puisque j'ai l'impression que ça vous tourne beaucoup en dérision en ce moment sur les réseaux, tu vois. En fait, comme tu as dit, en fait, ce qui se passe, malheureusement, et c'est pas ce qu'on voulait à la base, tu vois, c'est que on a un gars qui a fait une transition du Glory au MMA, une transition réussie, avec un super niveau. Quoi qu'on en dise, c'est bien fait, tu vois. Il est bon, Cédric. Il commence à défendre le sol.
il éteint les mecs en MMA alors que il vient pas du MMA, tu vois. Donc, il fait des vraies performances. C'est-à-dire que quand il a battu Jordan, il avait enfin les fruits de son travail. Les gens, ils le voyaient vraiment comme il devait être vu, etc. Et je pense qu'il a même kiffé cette période, tu vois. Le mec, il pouvait limite dire qu'il tape Canelo sur Twitter. Il y avait des gens qui auraient confirmé dans les commentaires, tu vois. Même si c'est de la vue, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que après ça, il y a eu le combat du coup avec Baki. Et quand j'ai gagné ce combat, etc., il s'est mal fini le combat avec les Charles et tout. Les gens, ils ont tellement pris ça en dérision qu'ils ont oublié tout ce qu'il a fait avant lui. Et au-delà de ça, ce qu'ils ont fait aussi, c'est que même moi, mon combat, ma performance et ma victoire, tout ça, ils l'ont sali en mode c'était un truc éclaté. En fait, c'était un cirque, ce qu'on a vu, tu vois. Alors oui, ça s'est mal fini, mais tu connais le MMA et toutes les personnes qui connaissent le MMA et qui regardent le MMA, ils peuvent te dire que c'était un combat de haut niveau en vrai, tu vois. C'était un combat millimétré. C'était un combat millimétré de fou. C'est le genre de combat, quand tu regardes, tu te dis ça peut tomber. T'as vu, j'avais peur pour toi, comme j'avais peur que tu maintiennes Cédric au sol. En fait, des deux côtés, tu peux te dire, lui, il peut l'éteindre, lui, il peut le maintenir, il peut l'éteindre aussi, parce que t'as vu, c'est un combat. Et moi, comme je te disais après le combat, dès qu'on s'est vu, c'est pour moi, il faut pas tourner en ridicule. Ouais, une épine, il a battu un mec avec une épine. En fait, des deux camps, ceux qui soutiennent Cédric et ceux qui te soutiennent, je pense qu'ils ont trop. Là, ils oublient les athlètes que vous êtes. Ils oublient le show qu'ils avaient, la vitesse à laquelle leur cœur il battait le jour du combat. Frère, tu t'as regardé le combat, tu vas pas me dire que quand tu regardais le combat, on est d'accord que chaque seconde, tu disais, mais qu'est-ce qui va se passer dans la seconde d'après? C'était un combat de fou. Mais frère, c'était un combat de fou. Les esquives, regarde bien les esquives du combat, elles sont millimétrées. Il y a des esquives où j'esquive comme ça le coup, où lui il esquive comme ça le coup. Des moments où il a même pas encore lancé son coup de pied, que je suis déjà en train de l'attraper pour l'emmener au sol. Frère, c'était un combat très, très, très millimétré, tu vois. Mais c'est ça qui est bien, en fait. C'était équilibré. C'était équilibré, c'était un bon combat. Parce qu'il y en a, même moi le premier, je me dis, s'il reste debout, ça va être chaud. Si l'autre, il l'emmène au sol, ça va être chaud. En fait, c'était équilibré. Mais en fait, il se relevait, toi, debout, ça allait. C'est ça, ça veut dire que même dans nos compartiments où l'autre, c'était son point fort et l'autre, c'était censé être là où il est le moins fort, c'était équilibré. Ça veut dire que lui, en lutte, bon, même s'il m'emmenait pas au sol, il déméritait pas, il se relevait, tu vois. Il réussissait aussi à bien bloquer le ground and pound. Bon, il n'y avait pas les coudes, mais il réussissait à assez bien bloquer le ground and pound, tu vois. Et moi, en striking, j'ai pas pris de mauvais coups. Ça veut dire que les échanges en striking, ils se valaient. Je l'ai tout autant touché qu'il m'a touché. Sur le premier round, en tout cas, je l'ai plus touché. Sur le deuxième round, je crois qu'il a eu un ou deux coups de plus. Mais bon, il y a eu des trucs où c'était mal compté et tout. Mais c'était équilibré en striking, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, sur le combat MMA global, c'était un combat équilibré et un beau combat. Mais je pense que sur la revanche, ce sera moins équilibré, tu vois. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense. C'est quoi ton prono? Franchement, je veux pas dire, mais j'ai vu des trucs de fou là, de la part de Baki là, à l'entraînement. J'ai regardé un petit peu. De qui? De Baki. Ah ouais. Ouais. Bon, bah écoute, on a hâte de voir ça. Hein. On a hâte de voir ça. Et puis, on vous tiendra informé de façon. Merci beaucoup d'être venu. Avec merci plaisir, pour l'interview. Avec plaisir. Et à la prochaine, on ne souhaite que du bon. Merci beaucoup.